Alors bonjour tout le monde, on va commencer aujourd'hui notre nouveau module qui est la microbiologie. Alors moi je vais pas vous faire tout ce qui est virologie vu que c'est pas vraiment mon délire. Je vais plutôt m'attarder sur tout ce qui est bactériologie, donc votre programme du deuxième trimestre. On va commencer bien sûr par les cocci-agrammes positifs. Alors c'est quoi les cocci-agrammes positifs? Ce sont des bactéries qui sont de forme sphérique et qui sont colorées en violet par la coloration de Gram. On va voir ça tout à l'heure. J'ai décidé de diviser ce cours en plusieurs petites parties. Donc aujourd'hui, on va faire uniquement les staphylocoques, les deux types de staphylocoques. Et dans la prochaine vidéo, on va également diviser les streptocoques en bêta hémolytique et en alpha et gamma hémolytique. Comme ça, ce sera un petit peu plus facile à digérer pour vous. Alors dans notre programme, on va commencer par une petite introduction. Ensuite, on va voir les staph, les streptos, les entéros et ce qu'il faut retenir. Donc aujourd'hui, ce sera la vidéo sur les staphylocoques. Alors on va introduire les cocci-agrammes positifs. C'est quoi? Donc comme je l'ai dit, ce sont des bactéries qui sont colorées en violet par la coloration de Gram. Alors on se souvient dans la coloration de Gram qu'il y a trois grandes étapes. La première étape, c'est la coloration par le violet de gentiane. La deuxième étape, c'est la décoloration par l'alcool. Et la troisième étape, c'est la recoloration par la fuchsine. Alors dans le cas des cocci-agrammes positifs, donc ils prendront le violet de gentiane, ils ne seront pas décolorés par l'alcool et donc ne seront pas colorés par la fuchsine et ils resteront violets à la fin de la réaction. Tandis que les cocci-agrammes négatifs, ils prendront toujours le violet de gentiane, mais ils seront colorés par l'alcool et donc ils seront décolorés par l'alcool et recolorés par la fuchsine et ils seront donc roses à la fin de la réaction. Donc effectivement, comme on le voit ici, les cocci-agrammes positifs resteront colorés en violet à la fin de la réaction de Gram. Ce sont donc des bactéries de forme sphérique, donc d'où leur nom, coccus, cocci, et ils peuvent s'organiser comme toutes les bactéries, soit en chaînette, soit en amas, soit en couple. Alors en chaînette, on prendra l'exemple bien sûr du streptocoque. Le streptocoque, donc strepto en latin, ça veut dire chaîne ou chaînette. Les streptocoques, tout ce qui est un streptococcus par exemple pyogenes, il s'organise en chaînette. En amas, on prendra l'exemple du staphylocoque qui va s'organiser en grappe de raisin. Et en couple, c'est les cas des diplocoques donc, et c'est l'exemple caractéristique du pneumocoque ou de Streptococcus pneumoniae. Donc des bactéries colorées en violet par la coloration de Gram, qui sont de forme sphérique et qui peuvent s'organiser soit en chaînette comme les streptocoques, en amas comme les staphylocoques, ou encore en couple ou en diplocoque comme le pneumocoque ou Streptococcus pneumoniae. Alors comment est-ce qu'on classifie nos cocci-agrammes négatifs? Alors cette classification, elle est basée sur la réaction à la catalase, pardon. Donc cette réaction à la catalase, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre notre prélèvement ou notre culture sur une petite lame et on va rajouter une goutte d'eau oxygénée, d'H2O2. S'il y a des bulles, c'est que c'est catalase positif. S'il n'y a pas de bulles, c'est que c'est catalase négatif. Alors c'est très facile à classifier parce que les catalases positives sont uniquement les staphylocoques, du moins ce qui nous intéresse nous en tant que cliniciens, et les catalases négatives, c'est tout ce qui est strepto et entérocoque. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans notre cours sur les staphylocoques, c'est bien sûr les catalases positives. Donc on va classifier nos cocci-agrammes positifs selon leur réaction à la catalase, donc en présence d'eau oxygénée d'H2O2. S'il y a des bulles, ce sont des catalases positifs, et s'il n'y a pas de bulles, ce sont des catalases négatifs. Donc dans les catalases positifs, on a les staphylococcus, le staphylocoque. Dans le staphylocoque, on a soit les coagulases positifs, c'est-à-dire des staphylocoques qui auront la capacité de coaguler le sang humain, et ce seront notamment Staphylococcus aureus, c'est le seul staphylocoque à coagulase positive d'intérêt médical. Et enfin, les coagulases négatives qui seront Staphylococcus epidermidis et Staphylococcus saprophyticus, qu'on va appeler plus communément les staphylocoques à coagulase négative, même en pratique courante.
Donc les staphylocoques eux-mêmes seront classifiés selon leur réaction à la coagulase, donc leur capacité à coaguler le sang. Soit ils seront coagulase positifs, et dans ce cas-là on va parler de staphylocoque doré ou Staphylococcus aureus. Soit ils sont donc à coagulase négative, et dans ce cas-là c'est les Staphylococcus epidermidis et saprophyticus qui sont couramment appelés staphylocoques à coagulase négative. Dans les catalases négatives, par contre, donc on aura également deux types, soit les streptocoques, soit les entérocoques. Alors on verra leur classification dans la prochaine vidéo qui va parler des streptos et des entérocoques. Donc aujourd'hui, on va se concentrer, comme je l'ai dit, sur le staph. Alors le staph, donc les principes généraux, c'est un coccus ou des cocci à grammes positifs organisés en amas. Donc comme on le voit ici, c'est exactement des grappes de raisin. Ils sont organisés en amas violets, donc colorés en violet par la coloration de grammes. On les divise en deux groupes, donc on a les staphylocoques à coagulase positive, c'est Staphylococcus aureus, et les staphylocoques à coagulase négative, donc ce sont les autres, Epidermidis, Saprophyticus. Alors on voit ici sur cette image une représentation d'une culture de Staphylococcus aureus, et comme on le voit, il y a un petit halo doré autour des cultures, c'est ce qui a donné le nom au staphylocoque doré, aureus, qui veut dire or en latin. Donc les principes généraux, comme je l'ai dit, ce sont des cocci à grammes positifs, donc colorés en violet par la coloration de grammes, et organisés en amas, d'où le nom staphylo qui veut dire amas ou grappe. Ils sont donc divisés en deux groupes. On a les staphylocoques à coagulase positive, c'est le staphylocoque doré ou Staphylococcus aureus, et le staphylocoque à coagulase négative, c'est les deux autres types. Alors on va commencer par le plus important en clinique, c'est le staphylocoque doré ou Staphylococcus aureus. C'est un coccus à grammes positifs dont les colonies prennent une couleur dorée à la culture, comme on le voit ici. Il y a un halo doré autour des cultures. Ils sont donc à coagulase positive et à catalase positive, c'est ce qu'on a vu dans le schéma tout à l'heure, ici. Donc le staphylocoque doré, il est à coagulase positive et à catalase positive. C'est à apprendre. Donc il est à coagulase positive et à catalase positive. Certaines souches donc sont résistantes à la pénicilline M. Alors la pénicilline M, c'est le tout premier antistaphylococcique qui a été créé ou fabriqué. Donc comme on sait, eh bien, le premier antibiotique, c'est pas vraiment le premier, mais disons le premier dont on a vraiment entendu parler par Alexander Fleming, c'était la pénicilline G. Donc la pénicilline G qui était active sur la plupart des cocci à grammes positifs, même le staphylocoque doré. À partir d'un certain moment, lorsque le staphylocoque doré s'est mis à produire des bêta-lactamases, donc il s'est mis à résister à la pénicilline G. Donc on a essayé de fabriquer une nouvelle molécule de pénicilline qui aurait une chaîne latérale qui viendrait protéger le noyau bêta-lactame. C'est donc la pénicilline M, l'oxacilline. Mais eh bien, le staphylocoque est beaucoup plus intelligent que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit une nouvelle protéine liant la pénicilline, donc la PLP ou la transpeptidase. Il en a produit une nouvelle transpeptidase qui, eh bien, elle ne fixe pas vraiment la pénicilline. Elle ne fixe pas la pénicilline que l'on connaît, donc la pénicilline M. Et de ce fait, il s'est mis également à résister à la pénicilline M. Eh bien, tout staphylocoque qui résiste à la pénicilline M est de facto résistant à toutes les bêta-lactamines. C'est un fait. Même les céphalosporines, enfin, pas toutes, certaines céphalosporines. Donc, tout Staphylococcus aureus résistant à la pénicilline M est de facto résistant à toutes les bêta-lactamines. On retrouve donc les Staphylococcus aureus résistants à la méticilline. Ah oui, pardon, c'était la méticilline tout à l'heure. Donc on retrouve les Staphylococcus aureus résistants à la méticilline, surtout en milieu nosocomial, donc en milieu hospitalier. Alors l'habitat et la transmission de cette bactérie, c'est une bactérie qui est commensale de la peau, notamment de la paume des mains, de la plante des pieds, autour des orifices, donc notamment au niveau des narines, les muqueuses, les zones cutanées humides, les aisselles, l'aine, etc. Et sa transmission, elle peut être soit directe, soit indirecte. Donc on a la transmission directe qui est manuportée, donc les mains, c'est ce qui transmet le plus de staphylocoques. C'est pour ça qu'on va retrouver notamment les infections nosocomiales qui sont manuportées donc par les médecins ou les infirmiers en milieu hospitalier, mais également par les cuisiniers par exemple, s'ils cuisinent en se lavant très mal
les mains. On peut avoir également une transmission indirecte par tout ce qui est objets souillés, pardon, les draps, les ustensiles de cuisine, etc. Donc en gros, comme on l'a dit, ce sont des coccyagrammes positifs dont les colonies sont colorées en violet, dont les colonies sont dorées à la culture et qui sont donc en violet par la coloration de gras. Ils sont à coagulase positive et à catalase positive, comme on l'a vu sur le schéma tout à l'heure. Certaines souches de Staphylococcus aureus sont résistantes à la pénicilline M. Ce sont donc les Staphylococcus aureus résistants à la méticilline, les SARM, ou en anglais on les appelle aussi les MRSA, surtout en milieu nosocomial. Alors, ce sont des bactéries qui sont commensales de la peau, des muqueuses et des zones cutanées humides, de transmission directe manuportée ou indirecte par des objets souillés, et on les retrouve notamment au niveau des hôpitaux et des cuisines, surtout des moisissures des cuisines. Alors leur pouvoir pathogène, c'est surtout grâce à leurs exotoxines. Alors comme on sait, les bactéries à grammes positifs sont connues pour sécréter des exotoxines, c'est-à-dire des protéines qu'elles vont sécréter dans la circulation générale ou dans les tissus conjonctifs. Tandis que les bactéries à grammes négatifs, par contre, elles ont plutôt des endotoxines qui vont rester fixées sur leurs parois, notamment les LPS, les lipopolysaccharides, et donc ça va nécessiter la destruction de la bactérie avant d'arriver au pouvoir pathogène. Tandis que les bactéries à grammes positifs, avec leurs exotoxines, elles peuvent directement sécréter leurs toxines et commencer à donner des symptômes ou des maladies. Alors ces exotoxines, donc, on a plusieurs types de maladies causées par le staph, c'est une liste non exhaustive ici. On a les suppurations, donc tout ce qui est abcès, infection des parties molles, donc impétigo, tout ce qui est infection osseuse, donc l'ostéomyélite, la Staphylococcus aureus, ou encore les infections pulmonaires, c'est la staphylococcie pleuropulmonaire, qui est caractérisée par des images labiles, des bulles, des abcès au niveau du poumon. On a donc également le sepsis à staph. Le sepsis à staph qui est donc une bactériémie associée à un syndrome inflammatoire systémique, donc à un syndrome de réponse inflammatoire systémique, à un SRIS. On a plusieurs types de sepsis également, donc on a ce qu'on appelle la staphylococcie maligne de la face, donc c'est une sorte de furoncle de la face qui va venir s'infecter et se propager au niveau de toute la face et de la circulation sanguine, ou encore l'endocardite infectieuse à staphylocoque doré. On a également le choc toxique ou le choc toxinique staphylococcique lié à la protéine TSST1, Toxic Shock Syndrome, Toxin 1. Et donc ce choc toxique staphylococcique, il est lié au port de tampons, donc de tampons qui sont un matériel de contraception, qui sont un matériel de prévention des saignements des règles, donc chez la femme. Lorsque ces tampons ils sont mal stérilisés, eh bien ils peuvent contenir des traces de staphylocoque qui vont venir sécréter leurs toxines à l'intérieur de la circulation sanguine, donc par le biais de la paroi vaginale, et donc qui est très bien vascularisée d'ailleurs, et donc aller entraîner un choc toxique, et donc un sepsis et un choc septique très très rapidement. La plupart des chocs toxiques staphylococciques entraînent la mort ou vraiment des séquelles très très graves, des insuffisances rénales, des insuffisances cardiaques, voire des amputations de membres. C'est très très grave, d'autant plus qu'il existe d'autres moyens d'hygiène intime. On a également l'épidermolyse bulleuse, donc c'est la maladie de Ritter von Rittersheim. Ce sont des bulles qui se forment au niveau de l'épiderme. Donc ce qui se passe, c'est que l'épiderme va se décoller du derme et ça va se remplir d'un liquide transparent qui va former des bulles, qui va ensuite s'infecter, va devenir purulent. Et donc c'est lié à une exotoxine qui est sécrétée par le Staphylococcus aureus, qui est bien sûr l'exfoliatine. Exfoliant qui va venir surélever l'épiderme et entraîner un passage de liquide entre le derme et l'épiderme. Donc ce qu'on a vu comme pouvoir pathogène, on en a vu 4. On a vu les suppurations profondes, donc les infections des parties molles, le panaris par exemple, les infections osseuses, donc l'ostéomyélite à staph, ou encore les infections pulmonaires, donc la staphylococcie maligne de la face. On a vu également les sepsis à staph, on a la staphylococcie maligne de la face et l'endocardite infectieuse à staphylocoque doré. On a le choc toxique staphylococcique qui est lié donc au port de tampon à cause de la protéine TSST1. Et enfin, l'épidermolyse bulleuse ou la maladie de Ritter von Rittersheim, notamment chez le nouveau-né, et qui est caractérisée par la présence de bulles épidermiques. Alors, quels sont les facteurs de pathogénicité du staphylocoque ?
En gros, on a trois et j'ai rajouté le dernier, je vais vous expliquer donc. On a la protéine A. La protéine A qui est une sorte de... c'est un inhibiteur compétitif, disons, des anticorps. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir se fixer au niveau des récepteurs des fragments AB des anticorps pour empêcher toute réponse inflammatoire contre lui-même. Les adhésines, donc ce sont des petites protéines retrouvées au niveau de la paroi et qui vont aider à se fixer sur notamment l'endocarde ou sur tout ce qui est matériel exogène, donc les valves cardiaques, donc tout ce qui est valves mécaniques par exemple, ou encore les voies veineuses périphériques. On a les exotoxines, donc l'hémolysine qui va venir entraîner une hémolyse et c'est elle qui est caractéristique du staphylocoque. On a également l'exfoliatine, donc qui va entraîner l'épidermolyse bulleuse. L'exfoliatine qui va surélever notre épiderme de notre derme et elle va entraîner donc le passage de liquide entre les deux couches. On a l'entérotoxine, notamment responsable de toxi-infections alimentaires très très courantes, et le TSST1, comme on l'a vu, qui est responsable du choc toxique staphylococcique. J'ai également parlé de la PLP2A, donc c'est la protéine liant la pénicilline de type 2A, et c'est grâce à elle que le staphylocoque doré est devenu résistant à la méticilline et à toutes les péni-M et à toutes les bêta-lactamines, certaines céphalosporines. Voilà. Donc les facteurs de pathogénicité, on a la protéine A, donc la protéine A qui va servir d'inhibiteur compétitif du fragment AB des anticorps, donc il va venir se fixer sur les macrophages et empêcher toute réponse inflammatoire. On a les adhésines qui vont permettre d'adhérer sur certaines surfaces, notamment l'endocarde, notamment également le matériel exogène, donc tout ce qui est valve cardiaque mécanique ou voie veineuse périphérique, les quatre types de toxines, donc l'hémolysine, l'exfoliatine, responsable de l'épidermolyse bulleuse, l'entérotoxine, responsable des toxi-infections alimentaires, et le TSST1, responsable du choc toxique staphylococcique. Et enfin la PLP2A, comme je l'ai dit, qui elle est responsable de la résistance à la pénicilline M, donc à la méticilline. On a ici quelques images, donc là c'est typique d'un impétigo qu'on retrouve en péribuccal. Là c'est une radiographie du thorax qui vous montre une staphylococcie pulmonaire. D'ailleurs elle est pleuropulmonaire, on voit ici un petit épanchement pleural. Ici on a carrément un niveau hydroaérique. Là on a un gros abcès, des bulles, certaines plages de condensation. Donc c'est typique du staphylocoque qui va avoir des images qui sont labiles tant dans l'espace que dans le temps. C'est-à-dire qu'on a plusieurs types d'images, parfois des condensations, parfois des bulles, parfois des abcès, parfois des hyperclartés. Et si on refait une radiographie 1 ou 2 heures plus tard, on aura des images complètement différentes. Donc c'est la caractéristique de la staphylococcie pleuropulmonaire, c'est la labilité des images radiologiques. Ici on a donc une ostéomyélite, une belle image d'ostéomyélite, avec également une plage de condensation à l'intérieur de l'os. Ici on a une staphylococcie maligne de la face, avec probablement un furoncle qui se trouvait là ou là, qui a été gratté, qui a été infecté et que ça s'est propagé. On retrouve un signe caractéristique de la staphylococcie maligne de la face, c'est le chémosis et l'œdème palpébral, donc tout ce qui est infection ou infiltration de la paupière supérieure. Et là, on voit comment ça s'appelle, une échographie cardiaque. Voici l'atrium gauche, voici le ventricule gauche, et on voit ici une végétation et on voit ici également une végétation. Donc voici l'atrium gauche, le ventricule gauche, l'aorte et on a une végétation sur la valve aortique. Cette végétation donc elle est due à la prolifération du staphylocoque qui a donc entraîné des végétations sur l'aorte, notamment la valve aortique grâce à ces adhésines. On va passer maintenant au diagnostic. Alors comment est-ce qu'on pose le diagnostic d'une infection à staphylocoque? Alors on a deux types de diagnostics possibles. On a le diagnostic direct et le diagnostic indirect. On va tout de suite mettre de côté le diagnostic indirect par la recherche d'anticorps, simplement parce qu'il n'est pas réalisé en pratique, très coûteux et il n'a pas vraiment de valeur diagnostique, il a plutôt une valeur de suivi, notamment lors des infections graves comme les sepsis. On va passer au diagnostic donc direct.
Donc c'est par isolement de la bactérie par des prélèvements. Qu'est-ce qu'on va prélever? Donc on va essayer de prélever du pus, on va essayer de prélever du liquide broncho-alvéolaire, des crachats par exemple. On va rechercher également des toxines dans le sang, dans les urines. On va pouvoir également isoler dans des hémocultures, j'ai oublié de le mettre. Les hémocultures c'est très important, notamment dans les sepsis à staph. Et bien sûr toujours associé à un antibiogramme. Pourquoi on doit associer un antibiogramme? Eh bien pour voir la sensibilité de la bactérie à la méticilline. Donc est-ce que c'est une bactérie, est-ce que c'est un Staphylococcus doré qui serait plutôt, comment dire, une souche sauvage, donc qui est sensible même à la méticilline, ou alors c'est une souche plutôt commensale, pardon, une souche nosocomiale qui serait plutôt difficile à traiter. Donc isolement, par prélèvement, hémoculture, recherche de toxines dans le sang, dans les urines et associé toujours à un antibiogramme pour vérifier la sensibilité à la méticilline. Maintenant, le traitement, alors comment est-ce qu'on traite une infection à Staphylococcus aureus? Eh bien, tout cela va dépendre de la pathologie et de l'antibiogramme. Certains antibiotiques auront une meilleure diffusion dans l'os, certains auront une meilleure diffusion dans les parties molles, mais en général, donc si on veut vraiment poser une règle générale sur le traitement des infections à staph, donc on a soit le Staphylococcus aureus sensible à la méticilline. Dans ce cas-là, on va utiliser une pénie-M qui est l'oxacilline, associée plus ou moins à la gentamicine, tout dépendra s'il s'agit d'un sepsis ou pas. Maintenant, s'il s'agit d'un Staphylococcus aureus qui serait résistant à la méticilline, dans ce cas-là, on passera aux antistaphylococciques majeurs, donc la vancomycine, toujours plus ou moins associée à la gentamicine s'il s'agit d'un sepsis. Donc gardez une règle générale pour les infections à staph. Si c'est une souche sauvage sensible à la méticilline, on va garder les pénie-M, donc l'oxacilline, qu'on associera plus ou moins à la ginta. Et si c'est vraiment une souche nosocomiale résistante à la méticilline, dans ce cas-là, on passera aux antistaphylococciques majeurs. Et en première intention, ce sera la vancomycine, toujours plus ou moins associée à la ginta. Donc la vancomycine qui est bien sûr un glycopeptide. Je vous ai mis ici les antistaphylococciques majeurs, donc ils sont au nombre de 4 ou 5. Donc on a l'acide fusidique, la fusidine, la rifampicine qui dans notre pays en Algérie est réservée au traitement bien sûr de la tuberculose, donc elle n'est pas vraiment utilisée dans les infections à staph. On a également les glycopeptides, donc la vancomycine qui a été citée plus haut, et la phosphomycine. Certains rajoutent l'oxacilline comme antistaph majeur, moi je ne pense pas parce qu'elle est utilisée dans les souches sauvages, donc personnellement je garderai les 4, acide fusidique, rifampicine, glycopeptide, donc vancomycine et phosphomycine. Donc si on doit faire un petit récap des staph, donc le Staphylococcus aureus, comme on l'a dit, donc c'est une bactérie à gramme positif en amas qui a un halo doré autour de ses cultures. Elle est donc à transmission plutôt manuportée, parfois indirecte. Elle est commensale donc de la peau, des régions humides, donc aisselles, paume des mains, plante des pieds, aine, même les muqueuses, notamment périnasales et péribuccales. Également donc en pathogénie, comme on l'a vu, elle peut causer donc tout ce qui est suppuration, les infections des parties molles, de l'os, du poumon, tout ce qui est sepsis, donc la staphylococcie maligne de la face, l'endocardite infectieuse, le choc toxique staphylococcique dû à des tampons qui seraient mal stérilisés. Il faut vraiment éviter ce choc toxique. C'est des femmes qui meurent vraiment pour rien, pour des bêtises. Et enfin l'épidermolyse bulleuse ou la maladie de Ritter von Rittersheim, donc qui est lié à l'exfoliatine. Les facteurs de pathogénicité, on a vu la protéine A qui se lie au macrophage, donc c'est un inhibiteur compétitif du fragment AB. Les adhésines, donc ils vont se lier notamment au matériel exogène, donc les valves cardiaques mécaniques ou les voies veineuses périphériques. Les toxines, donc l'hémolysine, l'exfoliatine, l'entérotoxine responsable des intoxications alimentaires et la TSST1. Et enfin la PLP2A qui est responsable de la résistance à la méticilline. Enfin, pour le diagnostic, c'est surtout le diagnostic direct qui nous intéresse par des prélèvements, soit au niveau des suppurations, soit dans le sang par des hémocultures, toujours bien sûr associé à un antibiogramme pour rechercher bien sûr la résistance à la méticilline. Pour le traitement, donc s'il s'agit d'une souche sauvage qui est sensible à la méticilline, dans ce cas-là, on donnera une pénie-M, donc l'oxacilline. Et si c'est une souche nosocomiale, donc probablement résistante à la méticilline, on donnera un glycopeptide de type vancomycine, plus ou moins associé à des glycopeptides s'il s'agit d'une septicémie.
Je vous ai listé les antistaphes majeurs au nombre de 4 ou 5, donc l'acide fusidique, la rifampicine, la vancomycine et la phosphomycine. Petit point rapide sur les staphylococcus négatifs, c'est pas très important. Donc c'est notamment Staphylococcus epidermidis qui est un commensal de la peau. Parfois Staphylococcus saprophyticus qui est lui plutôt responsable, plutôt commensal des voies urinaires. Le Staphylococcus epidermidis, on le connaît parce qu'il va entraîner des infections sur les voies veineuses périphériques, notamment par la formation de biofilms. Alors comme on sait, les biofilms, ce sont des intrications du glycocalyx de la bactérie, donc tout ce qui est cette fine couche de glucose qui est située au-dessus de la paroi. Lorsque cette couche de glucose va venir s'intriquer entre elles sur différentes bactéries, ça va former un biofilm, et le biofilm, comme on sait, il est résistant à la réponse immunitaire, aux antibiotiques et parfois même aux antiseptiques. Donc les biofilms, c'est vraiment une catastrophe. Et le staph epidermidis, donc il est connu comme étant une des surinfections les plus difficiles à traiter à cause du biofilm notamment. Il est également connu pour contaminer des hémocultures, surtout par le personnel qui va effectuer l'analyse en laboratoire. Et lorsqu'on suspecte une contamination d'hémoculture, on va devoir répéter cette hémoculture plusieurs fois et voir si c'est le même staph qui réapparaît plusieurs fois, ou alors s'il y a des mélanges. Et s'il y a des mélanges, c'est que c'est forcément une hémoculture qui est contaminée. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On a bien vu tout ce qui est staph aureus notamment, c'est ce qui nous intéresse le plus, et un petit peu les staphylococcus coagulase négatives. Notre prochaine vidéo donc va porter sur les streptocoques bêta-hémolytiques, donc streptococcus pyogénèques.